Madame, Messieurs, bonsoir. Il n'y a plus de président ad intérim à la tête de l'UDPS. Une décision est tombée le week-end dernier pour défenestrer Jamar Kabound. Quelles sont les perspectives d'avenir au sein du parti? Et par rapport aux élections à venir, nous allons en parler dans cette émission. Nous allons revenir sur le bilan du président de la République 3 ans après sa prise de pouvoir, le 24 janvier 2019. Nous allons parler de ce bilan. Est-ce ses partenaires, ses alliés devront-ils partager son bilan avec eux? Nous allons parler de cette question et revenir enfin sur le projet de développement des 145 territoires du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce en 2 ans, cela est-il possible? Notre invité de ce soir, Monsieur Norbert Yamba. Bonsoir. Bonsoir Ambroise. Monsieur Norbert Yamba, vous êtes cadre de l'UDPS. Tout à fait, oui. Vous êtes consultant, sur des questions de développement particulièrement. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, vous êtes aussi panafricaniste. Ça va de soi. Ouais. Ouais. Alors, nous parlons de cette question de votre parti à l'UDPS. Il y a eu des événements que votre parti a traversés. Comment vous avez vécu ça personnellement? Bon, je n'ai pas eu beaucoup de surprises parce que je savais que l'UDPS a toujours voulu expérimenter la démocratie. Or, la démocratie elle-même, c'est une gestion de contradictions, c'est un droit au désaccord, mais il faut savoir réguler ça. L'UDPS a prévu un certain nombre d'organes, et voilà, chacun a joué sa partition. Aujourd'hui, nous avons le résultat. Saluons que cela se cristallise, saluons qu'on sorte des émotions toxiques, saluons que maintenant, plus que jamais, on soit en mesure de tenir la torche et d'éclairer l'avenir, pour l'avenir, non seulement de nous aujourd'hui, mais des générations futures. Parce que l'UDPS a beaucoup suscité les espérances. Justement. Il va falloir que nous puissions véritablement répondre à cette option qui a permis les fondateurs de se mettre face à un pouvoir sanguinaire pour résister et en vue de changer la situation. L'UDPS, c'est ce grand parti politique qui a fait rêver les Congolais. L'UDPS, c'est ce parti politique qui a fait 37 ans de lutte au sein de l'opposition et maintenant qui est au pouvoir. Tous les regards des Congolais restent rivés vers ce grand parti. Alors, il y a eu des décisions qui ont été prises, des décisions qui ont été annoncées. Jamar Kabound n'est plus président ad intérim de l'UDPS depuis samedi dernier. Quelles sont les perspectives à venir pour ce parti? Vous savez, le parti est une personne morale. Et lorsqu'on est une personne morale, on a un objet social. On a des objectifs, on a des prérogatives. Et à l'intérieur de cette personne morale, il y a des personnes physiques qui adhèrent pour une unité de but. Le but pour l'UDPS, c'est de faire fonctionner le pays autrement. Le but pour l'UDPS, c'est de pouvoir éradiquer les injustices et construire une dynamique vers la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est notre but. Certainement qu'aujourd'hui, nous avons une parcelle de responsabilité. Mais vous savez que peut-être que demain, il n'y en aura plus. On s'est mélangé, etc. On n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a pas les mêmes vocations, etc. Ce qui crée beaucoup de douleurs d'enfantement. Il va falloir que l'UDPS voie le lendemain. Le lendemain suppose avoir un parlement fondamentalement homogène, doté de gens qui sont ici de l'UDPS, notamment la majorité, avoir un président de République UDPS, avoir un parlement sénat comme Assemblée nationale UDPS, etc. Et ça nous permet, nous là, parce que nous avons un devoir de redevabilité, nous avons le tribunal de notre conscience, et nous savons nous évaluer par rapport à ce que nous voulons. Mais lorsqu'on est méli-mélo, certainement que ça pose problème. Il va falloir qu'on trouve
une majorité qui vient de l'UDPS avant de se greffer aux autres. Et là, nous avons cette opportunité. Il nous reste 2 ans. Certainement que les 3 dernières années, on a passé des moments un peu plus difficiles parce qu'il y a eu des coalitions, même avec des personnes qui n'avaient pas droit, qui n'avaient pas le cœur à l'ouvrage. Aujourd'hui, le départ de Jean-Marc, certes, c'est un individu, ce n'est pas le système lui-même. Il va falloir retravailler le système. Oui. Il va falloir de mettre en place les institutions durables. Il va falloir aiguiser la conscience professionnelle. Il va falloir introduire des castings qui permettent la responsabilisation des hommes et des femmes qui répondent à un profil et qui peuvent véritablement booster non seulement le parti, mais demain, lorsqu'on aura notre gouvernement, que nous ayons des hommes, nos spécialistes dans notre banque de données, on va sortir quelqu'un qui est spécialiste en agriculture, quelqu'un qui est spécialiste en environnement, quelqu'un qui est spécialiste en développement rural, quelqu'un qui est spécialiste en des questions d'infrastructure, communication, compagnie, etc. Aujourd'hui, c'est Méli-Mélou. Mais alors maintenant, il faut que le parti soit visiblement bien organisé. Je viens de l'intérieur, certainement que bon... il y a des points focaux, mais on n'est pas en train de mettre en place ce qu'on peut appeler l'ancrage territorial, sociologique et institutionnel. Il faudrait que ça se devienne véritablement un montage institutionnel qui permette que demain, même lorsqu'on est à Bafouassine, que nous sachions que celui qui peut être administrateur à Bafouassine sur base d'une banque de données, on va y revenir. Que l'on sache que on va parler de la territoriale lorsqu'on va parler des 145 territoires. Bien entendu. Et lorsque vous souhaitez voir l'UDPS obtenir la majorité des députés au Parlement, députés à l'Assemblée nationale, sénateurs au Sénat, même au niveau provincial. Au niveau provincial également, avoir une grande représentation au sein du gouvernement, et ainsi de suite. Est-ce que vous seriez en train de regretter le fait qu'aujourd'hui, même si vous soyez un parti au pouvoir, vous n'ayez pas suffisamment des cadres de l'UDPS au sein des institutions? Ça, c'est évident. Ça, c'est évident parce que lorsqu'on est parti politique, on construit un esprit, on construit une attitude, oui. On construit un comportement. Et on a des défis. Mais on a aussi les tribunaux de sa conscience parce qu'on s'est dit que si on arrive, voilà, nous allons bouger la République. Oui. Mais lorsqu'on est plus seul, et surtout qu'on est minoritaire, oui. Et que vous avez des hommes et des femmes qui ont été construits dans un autre, dans un autre moule, oui. Et qui viennent et qui s'associent à vous, vous n'avez plus la même performance que si vous étiez majoritaire par rapport à ce que vous voulez faire. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. Il y a trop de douleurs d'enfantement. Oui. Alors, maintenant, ces gens qui s'associent à vous, et vous n'avez pas non plus la possibilité de les rejeter. Oui. C'est pourquoi nous disons... obligatoirement voulu. Nous disons que ce mandat ici a été un mandat expérimental. Expérimental. Où on a été dans un fourre-tout et on s'est évalué les performances réalisées. Mais le long de 3 ans du bilan du président Félix, on a constaté que les 2 ans que nous avons eu, coalition FCC Cash, a démontré véritablement ses limites. Nous sommes en train de travailler avec les autres collègues au sein de l'Union sacrée de l'opposition. Tout à l'heure, avant que je ne vienne ici, on m'appelle pour dire voilà tel gouverneur, voilà qui véritablement se trouve au sein de l'Union sacrée. Voilà tel secrétaire général. Qui se comporte de telle manière. Qui se comporte de telle manière parce que tel est proche de l'UDPS. Ils auraient souhaité naturellement mettre leurs collègues du FCC. Et ils prennent des dispositions dans le sens de pouvoir mettre leurs collègues, les anciens collègues du FCC, bien qu'ils se comportent, ils se déclarent de l'Union sacrée. C'est que très clairement, ils ont un agenda caché. Et c'est là que je voudrais demander à tous les compatriotes de l'UDPS de ne pas se lancer dans une sorte d'euphorie de jouissance, de comprendre que c'est un grand défi. Vous savez, cher Ambroise, aux États-Unis, les Noirs ont fait l'objet de discrimination. Et chaque fois qu'ils entraient dans un bus, on les reléguait. Il y a des endroits où les Noirs pouvaient bien s'asseoir. À un moment donné, sous la responsabilité de Martin Luther King, il a été résolu que les Noirs puissent boycotter le bus. Et effectivement, ils ont boycotté le bus.
ils ont commencé à faire le pied. Ils ont fait pendant toute une année. Certainement que ça a payé. Parce qu'on a finalement enlevé les mesures discriminatoires. Mais malheureusement, pendant que ils avaient boycotté le bis, qui était fabriqué par les discriminateurs, eh bien, ils auraient pu penser à créer leurs propres bus. Pour que demain, même on enlève la décision, qu'ils puissent utiliser leurs propres bus. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont revenus dans le même système. Or, quelqu'un qui a été habitué à travailler dans un système bien déterminé, même si on change le système, la tendance générale, c'est de reproduire les réflexes qu'il a acquis dans ce système. La science manchémologique le démontre aujourd'hui très clairement. L'UDPS a beaucoup crié aujourd'hui. Certainement que, voilà, notre camarade est parti. Est-ce que nous avons des alternatives? Ah oui, oui. Est-ce que nous avons des propositions? C'est la question que je voulais vous poser. Et comment peut se comporter le parti? Comment le parti peut travailler aujourd'hui, parce qu'il ne reste que 2 ans, de manière à obtenir la majorité des députés au Parlement, par exemple, des parlementaires? J'ai été envoyé par Etienne Tshisekedi à Berlin, auprès du Parti social-démocrate allemand. Ce sont les sociaux-démocrates qui dirigent aujourd'hui. Et j'ai été formé pour organiser, structurer le parti. J'ai même publié un livre sur la structuration d'un parti politique. Un parti s'organise dans le respect de ses statuts. Parce que c'est le respect de ses statuts. Et dans les statuts, il est déterminé une structuration institutionnelle, ce qu'on appelle le cadrage, les montages institutionnels. Nous avons d'une part la présidence. Dans la présidence, vous avez un président du parti, secondé par le secrétaire général, et vous avez les secrétariats nationaux. C'est très important. Chacun a un département bien déterminé. Mais en dehors de ça, nous avons la convention démocratique, qui est le parlement du parti. C'est très important. Et nous avons des services spécialisés comme la CEP, la cellule électorale du parti. Et nous avons également d'autres structures, comme l'école du parti, comme la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, etc. Ce sont des secteurs connexes qui boostent véritablement le parti. Alors maintenant, lorsque le président est empêché, tout de suite, le parti organise la triovira. C'est-à-dire le secrétaire général, la convention démocratique et la cellule. Ce qui aurait dû être fait depuis très longtemps lorsque Tshisekedi. Voyons l'avenir. Vous m'avez dit. Voyons l'avenir. On va l'avenir. Et en principe. C'est ce qui doit être fait maintenant. Bien entendu. En principe. Alors maintenant, il ne faut pas prendre du temps. Il ne faut pas prendre du temps. Il ne faut pas prendre du temps. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Nous avons des députés. Nous avons des ministres. Nous avons des conseillers à la présidence. Nous avons des gens qui occupent des responsabilités au nom du parti. Nous avons également les combattants. Nous avons également des outils de publicité de notre parti qui, en fait, doivent dégénérer des ressources, des moyens. La première chose, c'est avoir un compte bancaire. Le compte bancaire doit être mouvementé par 3 personnes qui représentent les différents organes. C'est très important. Et cet argent-là doit entrer dans les comptes du parti. On ne peut plus gérer l'argent dans la poche des individus. C'est très important. Et quand vous quittez au niveau national, vous allez au niveau provincial. Et certainement dans l'organisation de l'IDPS. Pour construire ce qu'on appelait l'ancrage territorial, on a scindé même des fédérations qui avaient l'échelle provinciale en fait. Et donc, il y a plusieurs fédérations. Et dans chaque fédération doit s'organiser parce qu'il y a plus de fédérations qui ont plusieurs aussi territoires. Et il faut également qu'à chaque fédération, il existe ce qu'on appelle l'exécutif. C'est très important. Et cet exécutif doit faire des déplacements, doit faire la mobilisation, doit faire ceci, doit faire cela. Il faut qu'il y ait un minimum de moyens pour
que finalement, ces gens-là, ne serait-ce qu'avoir les moyens de mobilité pour aller dans telle ou telle province et dans tel ou tel territoire. Et même s'il faut aller dans tel ou tel territoire, il faut être logé dans un hôtel, etc. Et qu'au niveau de la province, de la fédération, qu'on trouve un bureau qui est à location. Et c'est justement les différentes cotisations qui doivent servir naturellement de ce travail-là. Et là, il faut une comptabilité professionnelle. C'est-à-dire, à l'intérieur du parti, qu'on ait un spécialiste de comptabilité qui note les ressources entrantes et les dépenses. Et sur base d'un budget voté en bonne et due forme. Ce budget doit être élaboré par le secrétariat national, surtout en perspective des élections. Il faut avoir un budget. Et que les différentes rubriques soient respectées. À l'UDPS, il y a ce qu'on appelle la commission d'audit, c'est-à-dire qui vient faire le monitoring de la gestion du parti. Vous savez, ces éléments-là n'ont pas fonctionné. Or, la perspective aujourd'hui, c'est d'avoir à différents niveaux d'atterrissage l'UDPS représentée. Quand nous avons commencé ce combat, au début des années 90, jusqu'au niveau du village, il y avait ce qu'on appelait la sous-cellule de l'UDPS. Bon. Dans les rues, il y avait des sous-cellules. Au niveau du quartier, il y avait ça n'existait plus. Ça n'existe plus. Il faut restaurer cela. On commence à se réunir au niveau du territoire, mais lorsqu'on regarde le secteur, lorsqu'on regarde les groupements, lorsqu'on regarde le village, on a difficile à trouver une structuration cohérente et rationnelle. C'est ça le défi aujourd'hui du secrétaire général, qui en réalité doit se battre, n'est-ce pas, pour construire l'ancrage territorial. Il faudrait que sur les 1450 entités territoriales décentralisées, je voulais dire les villes, les communes, les secteurs, les chefferies, qu'on retrouve l'UDPS, des comités établis en bonne et due forme. Et dans les différents groupements, on est à plus de 8000 groupements. Il faudrait que l'on trouve l'UDPS. C'est ça le défi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que il faudrait que... On peut dire que le travail, il semble commencer à zéro, à l'UDPS aujourd'hui. Non, c'est pas à zéro. Oui. Parce qu'il y a des fédérations. Oui. Il y a des fédérations qui sont là. Mais les défis. Les défis sont là. Oui, bien entendu, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que, vous savez, l'UDPS, c'est dans la mémoire collective. Je viens du Sankourou. J'ai ressenti comment les gens, et même aujourd'hui, les gens m'appellent à tout moment pour dire quand est-ce qu'on peut avoir les drapeaux, quand est-ce qu'on peut avoir le bureau, quand est-ce que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont disposés. Et c'est question simplement de mettre en place les attributs du pouvoir, et cela véritablement est rendu opérationnel. Et donc, lorsque j'écoute les contributions, par exemple, des députés, etc., quand j'écoute ces contributions, c'est pas mensuelles, on est capable de réaliser des performances. Alors, ça c'est par rapport au parti. Alors, par rapport aux élections à venir, les élections arrivent. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faudra pas qu'on prenne beaucoup de temps. Les triumvirats devra fonctionner. Et c'est pas si c'est une vacance, c'est une absence parce que le président Haï n'existait plus à la tête de l'UDPS actuellement. Comment pensez-vous affronter les élections qui arrivent dans ces conditions-là, tout en n'oubliant pas que celui qui est parti peut devenir l'ennemi du parti demain? Ok, on a toujours besoin de tout un chacun. Quelqu'un qui a passé un moment de l'histoire, qui a domestiqué un comportement d'appropriation, etc. Il faut toujours avoir besoin de lui et on a toujours ces soucis-là. Mais encore que, il faut éviter les débordements pour ne pas désagréger la dynamique qui a été mise en place. Quand cela ne tienne, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Il doit y avoir des hommes et des femmes qui se sont opposés à l'UDPS, dont les effets n'ont pas produit beaucoup, n'est-ce pas, de malveillance. Cependant, l'organisation du parti, et cette organisation est axée sur 3 axes. Au niveau territorial, ça veut dire se rendre compte que dans les 145 territoires, l'UDPS est présent. Mais pas un présent simplement en termes de poids focal, un présent en termes de ramification et de responsabilisation citoyenne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, se rendre compte que dans les différentes institutions de la République, l'UDPS est présent.
Vous avez par exemple des administrations, à l'intérieur des administrations, on peut les côtoyer. Certainement qu'au niveau de l'administration, ils sont censés, les fonctionnaires sont censés être apolitiques. Apolitiques au nom du travail qu'ils sont en train de faire. Mais en tant que citoyens, ils peuvent avoir véritablement la couleur politique. Et le travail à faire aujourd'hui, c'est de travailler dans ces différentes administrations, c'est travailler avec tous ces syndicats, etc., pour avoir des hommes et des femmes qui sont là. Parce que croyez-moi, lorsqu'on prépare demain de pouvoir gérer le pays, il faut être en mesure de comprendre qu'à la fonction publique, il y a combien de personnel, à la fonction publique sur les différentes réformes. Mutandis, lorsque vous êtes au niveau de l'agriculture, vous êtes au niveau de l'environnement, vous êtes au niveau du plan et compagnie, etc. Mais comment on peut le savoir si vous n'avez pas de relais à l'intérieur de ces différentes administrations? Et ça, on a besoin, naturellement, qu'on puisse construire un ancrage institutionnel pour qu'on puisse avoir des hommes et des femmes qui visualisent la République et qui vous donnent les éléments de départ qui vous permettent de consolider votre conviction et de prendre un certain nombre de décisions lorsque vous êtes au pouvoir. Mais il y a également l'ancrage sociologique. Le Congo a combien d'ethnies? On est présent dans combien d'ethnies? Tous ces éléments faisant commune montrent très clairement le rôle et le défi qui relève du secrétariat national pour travailler dans le sens de visualiser. On a autant d'ethnies. Ok, par autant d'ethnies. Qui nous représente dans ces ethnies-là? Et là, il faut faire la vacillation des différentes associations qui existent, etc., pour dire, ces différentes associations, mais nous pouvons avoir des relais pour que notre projet, notre vision soit inoculée. Parce que le problème, ce n'est pas de prendre les gens comme ça, le problème, c'est de chercher un canal où on peut faire passer son projet, où on peut faire passer son programme, on peut faire passer, n'est-ce pas, sa vision, sa philosophie. Ça, on en a besoin. Et cet ancrage territorial, institutionnel et sociologique nous renvoie à la mobilisation générale pour préparer les élections. Oui. Parce qu'on n'aura plus à faire beaucoup de travail. Parce que beaucoup de partis politiques entendent le jour J oui. pour commencer. Or, c'est maintenant plus que jamais on peut véritablement faire ce travail. Encore que bon, pour le faire, il faut avoir son école du parti. Et l'UDPS a cette école du parti que je formule le vœu qu'elle soit véritablement opérationnelle. J'ai exercé à l'époque d'Etienne Tshisekedi la fonction de directeur de formation. Je crois que nous avons organisé plusieurs formations, en tout cas sous ma responsabilité, même à Lubumbashi, même au Kasaï, à l'Équateur, à Kinshasa, plusieurs fois. Mais ça ne suffit pas. Il y a des adhérents qui arrivent aujourd'hui. On a besoin certainement que le secrétaire général doit avoir un agenda stratégique dans ce sens. Et nous sommes disposés naturellement que nous apportions notre expertise dans la perspective de pouvoir faire avancer les choses. On ne peut pas s'empêcher de citer Jabbar Kaboul, parce que c'est lui qui était le président de l'UDPS, il est parti. Il y a des alliances qui arrivent, les alliances pour les élections de 2023. On connaît aujourd'hui la position de Martin Fayoulou, on connaît la position du FCC, on connaît la position de Moïse Katumbi, on voit venir aussi l'ancien président AI de l'UDPS. Comment les alliances pourraient se faire? Est-ce que ça ne vous fait pas peur de voir des grandes alliances s'énouer contre l'UDPS? Oui, mais les alliances font partie de la stratégie. C'est comme ça que l'UDPS dispose d'un secrétariat national en charge des relations avec les partis politiques, les groupements politiques ou les alliances. C'est très important. Et ces départements-là ont pour mission, naturellement, d'aller à la rencontre de ces différents regroupements politiques, etc., dans la perspective de construire une synergie gagnante. Et donc, certainement qu'aujourd'hui, on peut donner l'impression qu'on est des rivaux. Mais demain, lorsqu'il s'agira de définir les intérêts, et lorsqu'on constate qu'il y a une sorte de convergence d'intérêts, surtout lorsqu'on partage la même idéologie, pourquoi pas ne pas monter une alliance? Donc, nous, on n'a pas peur, mais on voudrait, c'est pas seulement crier qu'on n'a pas peur, mais il faut s'organiser pour éviter véritablement que cela nous surprenne négativement. Alors, Monsieur Norbert Yamba, puisque les élections nous amènent à parler du bilan, est-ce que le chef de l'État actuel pourrait bien affronter ces élections de 2023? Ça nous envoie au bilan du président de la République 3 ans après sa prise de pouvoir.
La question que je vous pose, comment trouvez-vous son bilan? On est sur la bonne voie. Certainement qu'il y a trop de douleurs d'affrontement qui sont liées naturellement à la configuration de la dynamique qui a été mise en place. Beaucoup disent, mais le président de la République, il est président durant 3 ans. Quand j'écoute Akinkole ou, je ne sais pas, Kimbanseke, Bafasende, c'est tout le monde qui dit, mais le président de la République doit faire. Le président de la République. La première remarque qu'il faut faire par rapport à ça, c'est de s'interroger sur la Constitution. Qui doit faire? Qui exécute? Qui est responsable devant le Parlement? C'est très clair que c'est le Premier ministre. Oui. C'est le Premier ministre. C'est le gouvernement de la République. Et qui est dispatché à différents secteurs de la vie nationale. Lorsque les agriculteurs ont besoin de performances, ils doivent s'adresser au ministre de l'Agriculture. Oui. Lorsque je dirais, j'ai parlé des agriculteurs, j'ai parlé des miniers, etc. Il y a un ministère de mines. Mais certainement qu'il y a un conseil de ministres dirigé par le président de la République, oui, présidé par le président de la République. Il peut même déléguer, en fait. Oui. Mais c'est lui qui a la responsabilité, qui a un devoir de redevabilité. Oui, justement, c'est le Premier ministre. Alors maintenant, on demande au président de la République, oui, de faire le travail du Premier ministre. Et c'est ça le danger. La Constitution, excusez, la Constitution n'a pas changé. La Constitution ne lui donne pas, n'est-ce pas, la responsabilité de passer à l'exécution. Mais la Constitution lui donne la responsabilité de définir des politiques, oui, de se concerter avec le Premier ministre et de pousser le gouvernement à les rendre opérationnels. Oui. Mais la Constitution lui donne... Et s'il n'y a pas de résultats? Et s'il n'y a pas de résultats... Il réagit comment? Ben, il n'y a pas de résultats, c'est que, très clairement, il partage les responsabilités. Parce qu'en réalité, la notion de leadership a évolué. Oui. Le leadership, c'est plus les leaders. Oui. Par le passé, on a vu les Lumumba seuls sur les champs de bataille. Mais actuellement, ce n'est pas ça. Actuellement, c'est que quiconque qui fait partie de l'institution a une portion de responsabilité. Et il y a différents étages de leadership. Et donc, la congruence, les interactions dynamiques entre ces différents éléments du système, c'est ce qui fait la performance du système. Le leader n'est qu'un catalyseur. Le leader n'est qu'un élément dynamisant. Monsieur Norbert, comment répondez-vous à ceux qui disent que la population, les Congolais, n'avaient pas élu le Premier ministre, ils n'avaient pas élu les ministres, ils avaient élu les présidents de la République. Et ce dernier nomme le Premier ministre, il nomme les ministres, comme il peut révoquer les ministres. Tout à fait. Et c'est là justement que je voudrais que dans un premier temps, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on regarde un peu cette constitution, parce qu'il a le droit de révoquer, mais il y a toute une procédure. Et il ne peut pas se réveiller au matin pour révoquer le Premier ministre. C'est cela. Et donc, si on veut véritablement que le président de la République ait un impact grandissant par rapport à l'action du gouvernement, il va falloir effectivement que d'autres prérogatives lui soient ajoutées, naturellement, pour qu'il soit en mesure. Vous avez vu combien de temps, quand on était avec le gouvernement Ilunkamba, et on donne l'ordre, par exemple, au ministère de portefeuille, on donne l'ordre au ministère, par exemple, de finances, etc. Il n'exécute pas. Alors, il fait quoi? Il fait quoi dans ces conditions? Donc, moi, je souhaiterais, c'est pas pour autant que je dédouane le président par rapport à la responsabilité. Oui, ça donne c'est lui, le président du Conseil des ministres, c'est lui, quoi. Maintenant, ce qui est vrai, que lorsqu'on considère que le président est président du Conseil des ministres, c'est que très clairement, il y a des ministres qui sont responsables dans leur secteur respectif. Alors maintenant, il faut évaluer le président dans les 3 ans en ayant 3 séquences. La première séquence, c'est la période où le président de la République, en peine entrée, il n'y avait pas un gouvernement responsable, il a assumé des responsabilités avec son équipe restreinte du gouvernement de la République. Cette période est partie du mois de mars au mois de novembre. Ça vous fait dans les 7 à 8 mois. Et c'est au mois de novembre qu'on a fait la remise-reprise avec Ilunkamba par rapport au projet de 100 jours. Et ce projet a produit véritablement des résultats. Parce qu'il y a eu rapidité dans la prise de décision. Il y a eu
l'extériorisation, n'est-ce pas, de la volonté volontariste du président de la République de pouvoir booster le pays. Certainement que les gens me diront, mais il y a eu des détournements. Oui, pour une fois, les détournements sont mis à la place publique. Hier, il y a eu plus de détournements. La preuve, c'est qu'il faut prendre des variables en termes de richesses insolentes que beaucoup de nos compatriotes ont eu pendant tout ce temps, mais ça n'a jamais été évalué, ni par l'opinion, ni par les différentes structures de dissuasion, dont l'IGF, qui a existé et qui ne pouvait rien faire. Voyez. Et donc, ça, au moins, c'est une avancée. Mais nous avons des sautes-moutons, nous avons pas, des écoles, nous avons pas, des hôpitaux réfectionnés, nous avons des routes dans la ville de Kinshasa, compagnie, etc. Mais je voudrais dire que lorsque Ilon Kamba est arrivé, en novembre, jusqu'en mai 2021, il faut contrôler la vitesse de traitement de dossier. Il faut contrôler la résistance par rapport aux recommandations du gouvernement décidées en bonne et due forme pendant les conseils de ministres, présidés par le président de la République. Tout cela doit être comptabilisé dans le package où on veut apprécier la performance, n'est-ce pas, du président de la République. Tenir compte de ce qui représente les prérogatives constitutionnelles lui dévolues, tenir compte de la configuration de ces qualités. Est-ce que les petits peuples comprennent ça de cette manière? Bien entendu, alors c'est comme ça que panafricaniste, j'ai dit, notre démocratie est inutile, il faut l'abandonner. Parce qu'on ne peut pas faire une démocratie avec 1% de la population. Oui. C'est que ce n'est pas adapté. Oui. Il faut rechercher quelque chose qui nous correspondrait. Oui. C'est cela. Et troisième chose, je voulais dire que la troisième période, c'est la période de Nsamalou Kondé, qui est censée être une équipe loyale. Oui. Et ça va faire 6 mois. Ça va faire 6 mois. Et vous voyez comment les choses se réalisent. Aujourd'hui, vous m'avez dit, en entrant ici, qu'on est en train d'inaugurer le port à l'eau profonde. On pose la première à Mwanda, etc. Donc, les choses ne peuvent pas se réaliser de manière automatique. Mais il faut avoir la volonté de le réaliser. Je voudrais également souligner par rapport à l'appréciation, ceux qui auront apprécié la performance du président de la République, de tenir compte du personnel politique aujourd'hui opérationnel dans les institutions de la République. Nous l'avons dit avec Ilon Kamba, 65% des gens sont venus du FCC. 35 seulement, IDPS est allié. Dis-moi, au nom de la loi de la majorité statistique, qui décide par rapport à ces questions? On ne peut pas prêcher le président pendant les 2 ans comme ça. Dans une situation où il y a une majorité statistique. Excusez, mon ami. Et puis, on arrive aujourd'hui, il y a loyauté. Et vous voyez comment on est en train d'avancer. Lorsqu'on a décidé sur quelque chose, on dit non, nous devons avoir les élections en 2023. Le ministre des Finances, le ministre de Bidjale, exécutez-vous. Et puis on essaie de prendre des mesures. Nous voulons, aller dans la dynamique du développement à la base. Et puis bon, vous voyez, on met en place un compte désigné et qui, véritablement, doit pouvoir récolter de l'argent par rapport à ça. Donc, c'est différent. Donc, quand on veut véritablement regarder la performance réalisée dans les 3 ans, encore que ça ne correspond pas, au nombre d'années, au quinquennat, parce que les objectifs sont fixés en fonction du quinquennat. Personne n'a vu le chronogramme pour savoir qu'en ayant 3 ans, quelles sont véritablement les performances. Et comme il n'y avait pas une bonne volonté dans la manière de faire avec les alliés qui sont devenus des rivaux, et donc on va accélérer les choses dans les 2 ans qui restent pour que ne serait-ce que on puisse réaliser la performance à 70%. Est-ce que vous ne semblez pas donner raison au cadre de Ensemble pour la République, qui, lorsqu'ils parlent du bilan, ils estiment qu'ils ne vont pas partager le bilan avec le président de la République. Ils pourraient endosser le bilan sectoriel qui concerne leur ministre, par exemple, le ministre d'Ensemble pour la République. En tout cas, vous avez raison. J'ai suivi même, je le salue là où il est, Olivier Kamitatou. Olivier Kamitatou, etc. Il a dit très clairement cela, je l'ai suivi. C'est un gars assez intelligent, etc. Mais il a oublié la notion que j'étais en train de vous expliquer ici, la notion de leadership. Il n'y a pas un seul leader. La performance d'une institution est le résultat de la congruence, les interactions dynamiques entre les différents éléments du système. Le système ici, c'est le Conseil des ministres. Dans les éléments, le Conseil des ministres, dans les éléments de l'ensemble, occupent des responsabilités.
Les décisions qui sont ici du Conseil des ministres sont des décisions amplement discutées entre les éléments du système, que sont les différents ministres. Oui. Et donc, ils partagent. Ils partagent. Ils sont partie prenante. Une décision qui sort, c'est une décision dont l'efficacité a été réalisée par les différents ministres dans ceux de l'ensemble. Alors, vous allez me dire à quel moment vous allez devoir dégager la dose pour dire. Vous croyez que tel ministre, par exemple, de l'ensemble qui occupe tel secteur, lorsqu'il présente un projet qui n'est pas cohérent par rapport aux objectifs institutionnels, ce projet devra être remis en question. Comment va-t-il apprécier ces ministres-là en fonction de son secteur, au moment où la décision qui est prise au niveau du Conseil des ministres est la décision de tous les ministres réunis en face du président de la République et du Premier ministre. Donc c'est pour dire que ces déclarations frisent, j'allais dire incantation, mais je le retire. Vous soupçonnerez un agenda caché de la part d'Ensemble pour la République ça montre... qui cherche à se comporter comme un opposant vis-à-vis du pouvoir de Félix Tshisekedi. Pourtant, il y a des ministres qui sont au gouvernement. Je comprends parce qu'ils sont aussi candidats à la présidence en 2023. Mais ils auraient pu être honnêtes et aller jusqu'au bout. Ça veut dire se retirer. Quitter l'Union sacrée. Alors maintenant, ils estiment que non, on laisse nos gens. Et bon, ils seront performants. Ah bien, arrêtez. Parce que les décisions qui sont prises dans les secteurs des ministres ensemble, ce n'est pas seulement la qualité de la décision du ministre lui-même. Parce qu'il y a une discussion qui se fait à l'intérieur du Conseil des ministres. Il y a des éléments d'enrichissement par rapport à la décision du ministre, etc. Et donc, cette décision-là devient la décision du Conseil des ministres et non la décision du ministre. Et le ministre s'occupe de l'exécution. Comment va-t-il apprécier la qualité de prestation du ministre au regard de ce qu'il aura réalisé, sans tenir compte qu'en amont, il y a eu une discussion au départ qui a permis l'enrichissement de cette décision et les modalités d'opérationnalisation. C'est une contradiction flagrante. Et raison pour laquelle, si je peux donner un conseil à mes amis, dès lors qu'ils ont accepté de travailler avec le président Tshisekedi, d'être sincère, de ne pas agir comme le FCC, hein, qui, un pied dedans, un pied dehors. Certainement que nous sommes dans une contradiction. On a vu Ouad et Abdoulaye Ouad. L'un était opposant, l'autre était président de la République. Mais ils ont travaillé ensemble. Et puis bon, finalement, aux élections, Ouad, qui était ministre d'État, devenu candidat à la présidence. Il avait véritablement son agenda, ça c'est évident. Mais il a travaillé pour démontrer sa force à l'intérieur du gouvernement de manière que le gouvernement réussisse. Mais avoir un agenda caché pour dire que voilà, nous sommes là, nous ne pouvons pas être efficaces parce que ça risque de donner l'action, ça risque de donner des points à celui qui est là, etc. Dès lors que nous allons nous présenter, nous n'aurons pas d'argument, c'est pas normal, il faut tirer les conséquences véritablement de ces actes. Et, monsieur Norbert, mais il y a un élément quand même sur lequel se fonde le cadre d'Ensemble pour la République, Olivier Kamitatu, que vous avez cité, vous avez certainement suivi son émission, il a parlé du RAM, il a dit que le RAM, c'est du vol. Le RAM a été aussi décidé en Conseil des ministres et que les ministres d'Ensemble pour la République auraient accepté le RAM pour qu'aujourd'hui, Ensemble accepte aussi les conséquences liées à ce prélèvement. Vous savez, non, le débat de fond n'est pas là. Oui. Le débat de fond, c'est que les gens sont en train de chercher les routes aujourd'hui, les gens sont en train de chercher l'eau, l'électricité et compagnie, etc. Le Congo n'a pas des industries, ni d'extraction ou de transformation. Oui. Nous avons l'argent où? Mais il faut savoir imaginer, par rapport à l'expérience des autres, comment on peut trouver un peu d'argent. Je crois que le plus important, certainement qu'on donne des raisons raisonnantes autour de l'inexistence de RAM dans le budget, ça se comprend, autour du recadrage des moyens qui sont ici de RAM, ça se peut se comprendre. Mais considérer quelque chose qui puisse rapporter à l'État un peu d'argent pour qu'on puisse s'occuper de la lutte contre la pauvreté, ça frise un discours populiste, j'allais dire incatatoire, qui renvoie, n'est-ce pas,
à un écosystème politique de pourriture intrinsèque. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je crois qu'il y a moyen de recadrer cette histoire. Il y a moyen de recadrer cette histoire et le recadrage va permettre naturellement que l'on ne puisse pas vivre ce qu'on vit. C'est très important. Mais alors, refuser que les Congolais contribuent, alors là c'est un danger public. d'accord. Alors, parce qu'il nous reste trop peu de temps, nous allons parler un peu du projet des 145 territoires. Le président de la République a annoncé cela au Sankourou, lorsqu'il était là-bas. Est-ce qu'en 2 ans, est-ce possible de matérialiser ces projets pour faire développer, à partir de la base, 145 territoires du pays? En 2 ans. D'abord, il faut saluer, parce qu'il n'y a pas de précédent. 145 territoires. Vous savez que la République de Sao Tomé-Principe, c'est 1000 km², 200 000 habitants. Prenez par exemple le territoire de l'Odja, 1 700 000 habitants. Plus que la République de Guinée équatoriale. Même proportion que la République du Gabon. Vous imaginez? Or, il faut aller dans nos territoires. L'administrateur lui-même n'a même pas où habiter. Les chefs de service n'ont pas où habiter. Le bâtiment lui-même est en dégradation complète. Ce sont des bâtiments qui étaient laissés par les Belges. Et il y a des endroits où ça n'existe plus. J'ai vécu la situation quand j'ai été à Bazouélé. Je ne vais pas parler de l'Omila, je ne vais pas parler des collèges, je ne vais pas parler des Bafasende, etc. Presque partout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bon. Or, le territoire, c'est une entité, certes déconcentrée, à l'intérieur de laquelle se trouvent les secteurs et les chefferies. Or, les secteurs sont des entités territoriales décentralisées. Ce sont des républiquettes. Mais ça n'existe pas. Quand vous allez, par exemple, dans un secteur, on trouvait ce qu'on appelait des gîtes, des auberges, ou même le président de la République, lorsqu'il arrive, il sait où il va dormir. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Les chefs, ils habitent dans une bicoque. Il faut restaurer tous ces attributs-là. Aujourd'hui, dans les territoires, dans tous les territoires, vous ne pouvez pas trouver une machine d'ordinateur. Vous ne pouvez pas. Des machines à écrire. Une seule. Des années 40, etc. Le projet vient pour dire il faut restituer la République aux citoyens. La plupart de notre peuple habite le monde rural. Et le monde rural signifie les territoires. Mais écoutez, il faut les restaurer, n'est-ce pas, les attributs, en ayant des maisons pour les autorités. Ça, c'est la première chose. Et ce projet a prévu cela dans les 145 territoires, en ayant des bonnes écoles, en ayant des bons centres de santé équipés, en ayant des zones de santé restaurées, en ayant des microcentrales en panneaux solaires, ce qu'on appelle de l'énergie photovoltaïque, dans chaque territoire, en ayant des routes aménagées. Certainement que Foner existe, mais il faut aller à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le Bretel, rien du tout. On ne sait même où passer. Mon cher ami Ambroise, vous pouvez faire 100 km, vous n'avez pas la Chikwang pour acheter. Parce que plus personne ne produit. Parce qu'on ne voit même pas de véhicules. Qui est cet homme opérateur économique qui puisse engager son véhicule dans un endroit où la route est impraticable? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais alors le projet prévoit l'aménagement des routes. Aménagement des routes. L'entretien des routes. Le cantonnage manuel. Chaque 10 km, on a un cantonnier qui est payé et qui fait ce travail. Le projet prévoit des agglomérations extra-coutumières où vous trouvez, il y a intensité d'activité économique, où vous trouvez des centres de formation dans le secteur agricole pour renforcer les capacités des agriculteurs, où on trouve des magasins sémenciers, où on trouve des magasins des intrants agricoles, les machettes, les bêches, les houes, etc. Où on trouve des agronomes qui font ce travail-là. À l'intérieur, sur l'ensemble du territoire national, vous avez des instituts supérieurs techniques agricoles, vous avez des instituts supérieurs de développement rural. Ces instituts existent, mais ils sont des chômeurs.
Il faut recruter tous ces gens-là au sein de l'administration qui doivent travailler pour encadrer nos agriculteurs. On va renforcer l'économie. C'est comme ça que ce projet a 4 composantes. Il y a la composante des infrastructures. Je vous ai parlé des maisons, oui. Je vous ai parlé des hôpitaux, je vous ai parlé des écoles. Vous avez les routes, vous avez les bacs, vous avez les ponts, mon cher ami. Vous avez également le renforcement de l'économie. Parce qu'en milieu rural, il y a l'artisanat, il y a la pêche, il y a l'élevage, etc. Et toutes ces activités économiques seront rendues opérationnelles. Et vous avez le système de gouvernance. C'est-à-dire, le travail qui est réalisé, ce travail-là est suivi par la population. Ce travail est suivi par la population. Et suivi par la population, pourquoi? Parce que là, vous avez les cours et tribunaux, vous avez les structures de dissuasion, vous avez la société civile qui fait les contrôles citoyens, vous avez les inspections dans les différents services de l'État. Et on se contrôle. On met en place ce qu'on appelle un système de surveillance mutuelle. Et vous avez le système d'information ouverte. Est-ce qu'en 2 ans, c'est la question la plus importante, est-ce qu'en 2 ans tout cela est possible? Ou on va lancer les travaux et puis ça va s'effectuer après le premier mandat du président? Non, il y a des structures qui sont suffisamment habituées à faire ce travail. Vous avez par exemple le BCECO, hein, dans la construction des écoles. Mais le BCECO a ses procédures. Lorsqu'on est à Bafasende, je ne sais pas où, à Walungu, on peut signer un contrat avec tel ou tel attributaire qui a la capacité, qui a une expérience grandissante par rapport à la chose, qui peut nous construire telle école, tel endroit aussi, à tel, et BCECO a une expérience cumulée par rapport à cette façon de voir les choses. Je salue celui qui est nommé aujourd'hui comme directeur général, c'est pas de BCECO, mais c'est Jean-Mabi Moulumba, un Congolais pas comme les autres. Pour une fois, le casting a été très bien fait. Ah, ok. Donc, beaucoup de respect et de considération, Jean, courage, détermination. C'est le moment de prouver que les Congolais peuvent faire des choses merveilleuses. Et coup de chapeau au président de la République pour avoir fait ce casting. Eh bien, il n'y a pas que la BCECO, il y a le PNUD, etc. Donc, il y aura des agences d'exécution, mais qui ont une expérience, etc. Ce serait une première avec un projet comme ça de 145 territoires, une première au pays. De manière concomitante, oui, c'est la première. Il y a toujours eu des projets, mais dont on choisit quelques provinces pilotes ou quelques territoires pilotes. Mais ça, c'est 145 de manière concomitante. C'est un projet extraordinaire. Il faut que tous les Congolais puissent prier pour ce projet. Okay. Parce que ce n'est pas un projet comme ça. Regardez, je vous ai donné l'exemple de Sao Tomé Principe. 1000 km. Le territoire de l'Homme-Mélan, c'est 26 000 km. Donc, Sao Tomé Principe entre dans le territoire de l'Homme-Mélan 26 fois. Et c'est un pays. On construit des bateaux, on construit des avions, on fait tout. Et ils vivent de quoi? De la pêche. Nous avons fini. Donc, on a intérêt naturellement. Un mot de la fin pour ce soir. Merci Ambroise pour m'avoir invité. Je sais que l'UDPS venait de traverser une zone de turbulence. Ce n'est qu'une turbulence. Aujourd'hui, on est en train de remettre les choses en l'ordre. Je crois qu'il ne faudrait pas être emporté par cette euphorie de victoire. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de vaincus, de vainqueurs. C'est le défi commun aujourd'hui, comment réorganiser le parti pour que nous puissions nous préparer aux élections. La plupart des fédérations sont vides. Et on a besoin d'y mettre de l'expertise pour que ce montage institutionnel se réalise. Et c'est là qu'on va construire un ancrage interterritorial. On sera présent dans tous les coins et recoins de la République. Un ancrage institutionnel dans les différentes administrations de la République. Il faut que l'IDPS soit là. Devant toute maison, il faut que l'IDPS soit là. Et l'ancrage sociologique, toutes les ethnies, qu'on retrouve l'IDPS dedans. Et ça, c'est un grand travail, un défi grave. Alors, dans les 2 ans, vous voyez ce que cela représente. Merci. Alors maintenant, il faut prendre une vitesse de croisière pour réaliser cela avec des hommes et des femmes très professionnels. Merci. Et l'école du parti doit accompagner pour donner la formation, le renforcement des capacités nécessaires, de manière à se préparer demain
à gérer la République. Merci, monsieur Norbert Yamba Yamba. Nous rappelons que vous êtes cadre de l'UDPS. Merci d'avoir été sur ce plateau table ronde. Merci bien. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je pense que vous avez aimé. On vous retrouve prochainement pour d'autres numéros de table ronde.